Salut à tous, épisode 17 avec Astana, la suite des aventures de cette équipe. C'est maintenant, c'est tout de suite, on va aborder une période du calendrier qui est assez excitante puisqu'on doit terminer Paris-Nice. On avait 3 étapes, mais peut-être les trois plus intéressantes en fait à jouer. On a évidemment Tirreno Adriatico à disputer en entier. Je vais vous relater ça juste après. Et ensuite, ce sera Milan-San Remo. Bon, on verra déjà ce qui se passe avant, pour pas trop se projeter, puis on terminera en fait par les 3 jours de Bruges-La Panne. Voilà, avant ensuite de tourner une petite page dans ce début de saison. Alors, on se souvient que à l'épisode précédent, Jakob Fuglsang était allé prendre les Strade Bianche, ce qui était plutôt de bon augure en ce début de saison. Ça validait en plus un objectif sponsor. La suite des objectifs sponsors est évidemment du côté de Paris-Nice et du côté ensuite de Tirreno. Donc on a un travail à finir, voilà, pour Lopez. En tout cas, j'avais évidemment eu la joie de voir que Lopez s'était très très bien comporté sur le contre-la-montre de l'étape 4, et du coup là, il avait pris le maillot, alors pas pour une avance énorme sur notamment Tom Dumoulin, Richie Porte, Primoz Roglic, etc. Même Romain Bardet qui est quand même pas très très loin. L'avance n'est pas énorme, mais il y avait quand même de quoi au moins déjà faire face, par exemple, à une bonification si on perd pas de temps. Voilà, donc trois étapes qui restent, qui sont assez sympas, avec notamment la 7, avec l'arrivée au sommet du col de la Couillole. Elle est vraiment sympathique. Et puis la traditionnelle étape 8, avec l'arrivée sur la promenade des Anglais. D'accord. Donc, on est parti. Étape 6. Celle-ci est intéressante, elle propose un double passage par le petit mur de faïence, notamment. Elle se déroule, comme sans doute, dans l'arrière-pays niçois, et on est nous face à une stratégie qui est assez simple. C'est mettre sur orbite Mas et Lopez au meilleur moment possible. On a parfois des désagréments. Là, c'est par exemple Enric Mas qui chute à un moment un peu délicat de la course. Donc, pas évident. Pas évident. Je vais faire redescendre. Quand Nielsen n'était pas loin. Donc ça, c'est vraiment un coup de bol. Quand Nielsen, j'avais relâché l'effort. Et en fait, il va pouvoir du coup assurer une poursuite intéressante en attendant que Niklas Egg s'occupe du reste. Donc on va demander d'abord à Kurt Nielsen de rouler comme un malade. Le mec, il croyait qu'il avait terminé sa journée. Il avait été super protecteur jusque-là. Mais en fait, non, la journée n'est pas terminée. Voilà, là, elle commence à l'être. Voilà, journée terminée pour l'ami Magnus, le bon Magnus. Et on voit qu'on n'est pas très très loin. C'est le premier passage au mur de faïence là. Derrière, il y a à monter vers le col qui suit. Et puis après, on redescendra et on reprendra cette petite côte pour ensuite aller vers la ligne d'arrivée. On voit que le travail de Omar Fraile, que j'ai aussi fait redescendre, puisque le travail de Niklas Egg ne suffisait pas, Fraile parvient à faire rentrer Mas. Pourquoi est-ce que je m'acharne à faire rentrer Mas? Tu vas me dire, t'as Lopez qui devrait pouvoir s'imposer. Parce qu'on sait jamais, il peut y avoir une défaillance. Lopez nous a prouvé qu'il était capable d'avoir comme ça des petits pépins de temps en temps. Ou des petites sautes physiques. On a vu ça. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Dumoulin et Bardet notamment qui sont tombés. Alors ça, c'est une sacrée nouvelle pour la course. D'ailleurs, on voit que certains en profitent. On a vu Roglic juste avant qui accélérait. On va rouler comme je l'aurais fait normalement en fait. Je roule pas plus que ce que j'aurais fait. Et de toute façon, on est proche de l'arrivée. On est sur une côte. C'est pas le moment d'attendre les mecs qui sont en retard et qui sont tombés. Roglic d'ailleurs n'attend pas. Je suis obligé de m'accrocher. M'accrocher, c'est pas évident du tout. Il y a du monde. Il y a du monde. Mikel Landa. Le Yates que vous voyez, c'est Adam. On va voir où est-ce que ça peut nous mener. Kreswijk aussi. Allez, victoire pour Miguel Angel Lopez avec Enric Mas qui vient prendre une deuxième place. Très bien, doublé Astana. Sur cette étape qui n'était pas forcément gagnée d'avance. On voit que Bardet et Dumoulin, eux, en revanche, ils ont probablement dit au revoir ou adieu à leur chance de victoire sur ce Paris-Nice.
Mais il reste quand même Richie Porte, il reste Primoz Roglic. Et puis vous avez vu, Miguel Angel Lopez n'est plus sous pic de forme. Moi j'avais fait mes calculs, il ne terminait pas Paris-Nice sous pic. C'était prévu, parce que je veux qu'il commence déjà, et ce sera le cas dès le lendemain, à se préparer pour le Giro qui suit, sur lequel il y a un vrai défi à relever. On aura sûrement sur notre route Egan Bernal, que Ineos aligne assez traditionnellement. Et le fameux Bernal avec son 85 de montagne, on rappelle. D'ailleurs, en parlant d'Ineos, sur ce Paris-Nice, là on est dans le début de l'étape Rennes, avec l'arrivée au sommet du col de la Couilleule, sur Paris-Nice, Ineos n'a pour ainsi dire envoyé personne. Pourquoi ? Je me le demande. En revanche, vous verrez juste après que sur Tirreno, il y a et Geraint Thomas et Christopher Froome, certes un poil vieillissant, mais après tout on est qu'en 2020 dans la partie, il n'a pas non plus 48 ans, hein. Et Egan Bernal est aussi sur Tirreno, donc en fait, et Kwiatkowski, tiens, allez, comme ça, moi je comprends pas bien pourquoi il y a cette répartition là, puisque j'aurais bien volontiers plutôt mis Kwiatkowski, Geraint Thomas sur Tirreno. Pour moi ça suffit pour aller gagner Tirreno. Et Bernal plus Froome pour aller essayer d'aller gagner un des deux sur Paris-Nice, hein, en tout cas. C'est ce qui m'aurait semblé logique. On voit que Mas qui s'était un tout petit peu fait lâcher par le jeu précisément des mecs qui lâchent dans le peloton, et du coup des fois vous prenez une petite cassure à cause de ça, c'est pas bien grave. Ce qui primait pour moi, c'était surtout de maintenir un effort très bas le plus longtemps possible, en l'occurrence à 74 pour ce qui était de Mas et de Lopez, donc c'est ça qui a coûté le tout petit coup de petite cassure pour Mas, mais on voit que il n'est pas réellement impacté, hein, ça n'a pas coûté trop cher. En plus il y a l'excellente protection du Kazakh Guidish, qui honnêtement est un bon coureur. Je vous l'avais déjà un petit peu mieux fait découvrir, pour ceux qui le connaissent moins, l'année précédente, où il s'était payé le luxe d'aller chercher une étape autour de Catalogne, et il avait porté le maillot 2 ou 3 jours, je ne sais plus. En tout cas, Guidish, c'est quelqu'un qui a de la qualité. Dès lors que ça grimpouille, il n'y a pas de problème. Guidish, il répond présent. Et là, on est dans une phase décisive, hein, de l'étape où, après avoir fait rouler Bilbao dans ce final du col de la Couilleule, qui est très long, hein. C'est un beau col qu'on retrouvera d'ailleurs, je crois l'avoir vu. On retrouvera lui ainsi que le Turini sur le prochain Tour de France, là, sur ce qui doit être probablement l'étape 2. En tout cas, une des toutes premières étapes, puisque le Tour de France 2020 partira de Nice. Et donc c'est vrai que ce petit rendez-vous au col de la Couilleule, je trouve qu'il était plutôt intéressant, surtout qu'on avait joué le Turini l'année précédente. Je fais travailler un petit peu Lopez parce que Mas me paraît avoir d'excellentes jambes. Donc à partir de là, on va voir, parce que après tout l'écart au général n'est pas bien grand entre les deux. Et Mas a l'avantage d'être sous pic, là où Lopez ne l'est pas. Et puis pour la saison de Lopez, les choses elles sont très très claires. La saison de Lopez, c'est vraiment le Giro dans un premier temps. Paris-Nice, c'est moins important. Pour moi en tout cas, pour cette année. De ce fait, on va accepter l'idée que Mas distance légèrement Lopez sur la toute fin de ce col de la Couilleule. Mas qui franchit la ligne en solitaire, vainqueur de cette étape. Oui, il aurait peut-être pris le maillot avec la bonification en plus. Derrière, Tom Dumoulin, Primoz Roglic qui se sont accrochés. Romain Bardet a fait ce qu'il a pu. Mikel Landa n'est pas non plus, je dirais, sous son meilleur jour, hein, sur cette étape-là, ni même d'ailleurs sur ce Paris-Nice. Bref, on a fait une certaine différence au classement général, puisque tout ça combiné avec la chute simultanée de Bardet et de Dumoulin la veille, l'écart il est fait. Il n'y a plus qu'à pas faire de bêtises sur l'étape 8, étape 8 relativement courte, relativement nerveuse, c'est en tout cas ce dont on a l'habitude avec Pro Cycling Manager sur l'étape 8 de Paris-Nice, dès lors qu'elle ressemble un petit peu à ce profil-là, ce qui est souvent le cas. On a déjà vu autre chose, hein. On a déjà vu aussi un contre-la-montre au col d'Aise. Il n'y a pas que ce type d'étape 8 là pour Paris-Nice, mais bon, n'empêche que c'est un grand classique. On a en plus de très très bonne protection. L'équipe est forte, hein. Faut pas se mentir, l'équipe est forte quand il y a Bilbao,
Guidish, Fraile notamment. Et bien oui, mais en fait j'ai scindé en deux ma formation. En tout cas, j'ai scindé en deux très bonnes équipes mes meilleurs coureurs entre Tirreno et Paris-Nice, puisque sur Paris-Nice, il n'y avait pas de contre-la-montre par équipe, donc je n'avais aucun intérêt à y emmener, que ce soit un Mats Pedersen, un Søren Kragh Andersen, etc., etc., même Mikkel Bjerg, qu'on découvrira après là sur Tirreno. Ces trois-là, évidemment, ils sont sur Tirreno, ils sont pas sur Paris-Nice, ça servait à rien. Du coup, c'est vrai que je me retrouve de fait avec un petit peu plus de grimpeurs au soutien de Mas et Lopez sur ce Paris-Nice. Du coup, ça facilite un petit peu les choses. C'est vrai que on a une bonne équipe. Je suis très content d'avoir regardé Fraile et Bilbao. Il y a une petite cassure là, petite cassure qui se fait entre Lopez et le reste. On va couper peut-être l'effort de Mas, sinon ça permet à Roglic de revenir un petit peu trop facilement, alors que là au moins il a un effort à faire. Et puis si Lopez s'envole vers la victoire, il s'envole vers la victoire, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, après à ce stade-là, permettez-moi d'en douter, parce que Lopez en descente, il se fait reprendre tous les jours, là c'est une très longue descente vers Nice, il se fait reprendre tous les jours par les Roglic et consorts. Hein. Il y a de bien meilleurs descendeurs que Lopez. D'ailleurs, Mas a sauté dans la roue de Roglic, puisqu'il y a une espèce de petite attaque qui s'est improvisée là dans cette descente. Il y a aussi, il y a Michael Valgren qui était impliqué aussi dans cette petite échappée à 3. Et au final, ça s'arrête de rouler à 2 km de la fin, ne me demandez pas pourquoi. Alors que Valgren était quasiment sûr de gagner l'étape, mais il roule pas. Ok, très bien. Et du coup, c'est Matej Mohoric qui récupère cette étape 8. Voilà, bon, rien à signaler de particulier. Le classement général était déjà joué avant cette étape 8. Il y avait peu de chances que ça se bouleverse avec une telle avance. En tout cas, Mas s'impose et c'est une première jolie victoire pour lui avec Astana en cette saison 2020, puisque c'est un des seuls coureurs de valeur qu'on a recruté à l'intersaison. Donc, Tim Wellens est allé chercher le maillot à poids, voilà, bon, des petites choses comme ci, comme ça. On a un petit peu ramassé d'argent, mais l'argent n'est pas un problème avec Astana. On est plutôt à l'aise de ce côté-là. Bon, donc c'est anecdotique. Tirreno, profil 2014, c'est tout de suite, c'est maintenant. On va cette fois-ci s'orienter sur une équipe qui est bien sûr constituée de rouleurs, puisqu'il y en a besoin pour le prologue de l'étape 1, mais ça se passe tout ça autour de Fuglsang, autour de Lutsenko, avec un joker aussi nommé Ciccone, qui peut jouer, si l'occasion se présente, un rôle. On se privera pas, mais en gardant toujours à l'esprit que il y a quelques jolies étapes hein, sur ce Tirreno, c'est assez sympa, mais il faudra toujours garder à l'esprit que Ciccone, c'est pas la carte à jouer, la carte principale à jouer sur Tirreno, s'il n'est pas en mesure de faire une vraie différence face aux Geraint Thomas, Egan Bernal et consorts. Pourquoi? Parce que le prologue de l'étape 7, enfin ça classifié par le jeu prologue, donc le petit contre-la-montre d'une dizaine de kilomètres de l'étape 7 sur Tirreno, qui fait que Ciccone, s'il est à quelques secondes de Geraint Thomas à l'étape 7, il perd. Donc, comme je suis venu quand même pour essayer de gagner, j'ai pas emmené tous ces rouleurs là et ces bons coureurs pour juste figurer. Donc l'idée, elle est peut-être d'essayer de voir si on pourrait pas peut-être plutôt jouer le coup avec Lutsenko ou Fuglsang. D'ailleurs, Astana frappe un grand coup puisqu'elle s'impose, en tout cas déjà par rapport à Ineos dans cette première étape, contre la montre par équipe, remportée d'ailleurs. Personne ne passera devant, ni Astana ni d'ailleurs devant Ineos. Ok, victoire d'étape pour Astana, très joli travail collectif. On a donc le maillot. Pour la petite histoire, il est sur les épaules de Lutsenko. Je pense que le Tirreno va pas se jouer à 2 et 3. Hein. Il va se jouer aux étapes 4 et 5, avec évidemment toujours l'idée que si au matin de l'étape 7 c'est très serré, mais évidemment ça peut aussi se jouer sur le contre-la-montre final. On a déjà vu ça, hein, pas plus tard qu'en 2019, avec Primož Roglic qui
vient pour une petite seconde arracher la victoire au classement général. Donc c'est pas à exclure. Mais là, sur profil 2014, je me dis qu'il y a peut-être des différences à faire. En tout cas, on va voir. Dans ma tête, c'est plutôt Fuglsang le leader. Je tente un petit truc là à la fin avec mes punchers qui quelque part, Flandrien, qui quelque part ne sont pas lents au sprint. Hein. Que ce soit Craig Anderson ou Mads Pedersen, il suffit de regarder les derniers championnats du monde, ou bien pour ce qui nous concerne aussi plus anciennement, Lutsenko, ça va vite au sprint. Donc ça va pas, c'est pas Gaviria, mais ça va vite. Donc il n'y a pas non plus à se dire on dispute pas les sprints, machin. Non, je dispute parce que ça va se jouer peut-être sur 1 ou 2 secondes ce truc-là. Donc pas de blague. Étape 3 de ce Tirreno. Tout de suite, on a quelques petites difficultés, mais rien de bien conséquent. Ce qui permet de glandouiller un petit peu dans le peloton à 74, un effort bas, pour rester au contact sans brûler grand chose. Nos leaders sont protégés. Bref, on aborde sereinement le final avec un travail cette fois-ci qui va être effectué pour Lutsenko, un travail préliminaire d'autres coureurs, mais travail final de Craig Anderson puis Mads Pedersen. Donc chargé d'emmener Lutsenko à un sprint. Après on verra bien ce que ça peut donner. Il y a des bons sprinteurs sur ce Tirreno, on s'en doute. De toute façon, les sprinteurs se répartissent toujours entre Paris-Nice et Tirreno, donc il y a forcément quelques-uns des tout meilleurs qui sont présents. Caleb Ewan s'est fait damer le pion. Alexander Christophe aussi. On voit Geraint Thomas qui est quand même venu chercher une 4ème place. Bon, il n'y a pas de bonif pour la 4ème place, donc bonne affaire de Lutsenko puisqu'il s'impose et prend un tout petit peu d'avance au classement général. Et on se retrouve là, au pied d'une montagne, sans jeu de mots, puisque l'étape 4, c'est une arrivée au sommet qui est plutôt costaude. Parce que juste avant, il y a une longue ascension, là vous apercevez le dernier GPM avant le on va dire les bosses qui précèdent la montée finale. C'est une très jolie montée et relativement pentue. Donc là, pour rebondir sur ce que je racontais la dernière fois sur les histoires de profil de Tour de France, de difficulté d'école, du fait que certains soient plus adaptés à certains types de coureurs et d'autres à d'autres types, bien un puncher comme Lutsenko, la montée finale n'est pas hyper longue, donc ça ne l'exclut pas de rester au contact. La montée qui précède, elle est difficile, mais elle ne décramponne pas non plus Lutsenko. Lutsenko qui a quand même un 74 en note de montagne, donc c'est pas non plus le type qui va lâcher dès les premiers remparts d'une ascension. Donc bon, on voit que les choses se passent sans qu'il y ait trop d'esprit offensif de la part de l'IA. Voilà. Fuglsang avait subi une crevaison, ça n'était pas une chute. Crevaison juste avant, donc je le fais rentrer, ça va, ça devrait être viable. Et on s'apprête à faire face après aux traditionnelles attaques de fin d'étape, comme ça lorsqu'il y a une arrivée au sommet. Fin d'attaque de l'IA aux environs des 7 km de l'arrivée, très souvent. On dirait qu'elle est programmée de cette façon-là. Et on va attendre notre heure pour essayer de ne pas sortir un peu trop tôt, de ne pas brûler non plus nos cartouches un peu trop tôt. C'est Ciccone qui va être chargé d'emmener Jakob Fuglsang avec Alexei Lutsenko qui est solidement calé dans la roue. À voir ce que tout ça peut donner. On voit que les Ineos sont en masse, ils sont bien présents. Et puis on va produire là maintenant notre effort. Voilà, au kilomètre, on va produire un gros effort pour voir un petit peu si ça nous permettrait de rentrer. Attention, suspense. Non. Lutsenko n'aura pas les jambes pour reprendre Thomas et Soler qui terminent respectivement 1 et 2. Donc, pas une très bonne opération, c'était étape 4.
puisque Geraint Thomas il a pris la bonification de la victoire d'étape, et du coup au général il se rapproche, regardez, 7 secondes seulement de Lutsenko. Et là, l'étape 5 du coup devient la dernière chance si l'on veut ne pas jeter la pièce en l'air au cours du petit contre-la-montre de l'étape 7, puisque l'étape 6 ne recèle aucune difficulté particulière. Du coup, c'est ici que des différences éventuelles doivent se faire, et s'il n'y a pas de différences qui sont faites à cette étape 5, qui est jolie, hein, qui est magnifique, hein, je ne vous avais pas mentionné, mais celle d'avant faisait 244 km. C'était énorme, énorme. On peut d'ailleurs penser que les qualités physiques de certains ont permis, notamment pour Lutsenko, ont permis de limiter la casse face à d'autres, peut-être grimpeurs un petit peu plus purs, mais qui n'ont pas la même endurance ou la même résistance. Je fais durcir. En cette fin de col, on va faire durcir par Ciccone, mais quand même juste suffisamment, hein, perso Egan Bernal, juste suffisamment pour décramponner les favoris derrière, mais pas pour lâcher Lutsenko, faut pas délirer non plus. Donc vous voyez le choix progressivement, là je ménage la chèvre et le chou, je garde quand même Fuglsang et Lutsenko dans la course, parce que je ne sais absolument pas lequel des deux pourra s'en sortir le mieux déjà sur cette étape là, et du coup forcément lequel des deux devra accomplir un petit exploit à l'étape 7 si on n'arrive pas à gagner du temps sur notamment Geraint Thomas, hein, puisque ça apparaît être le rival numéro 1 pour la victoire d'étape. On voit devant il y avait Alessandro De Marchi et Daniel Martinez qui étaient bien échappés, hein, ça peut aller au bout l'échappée aujourd'hui. Allez, on continue. Gros travail de Ciccone. Après, ce sera à Fuglsang d'allumer la mèche. Et on verra bien où est-ce que ça nous mène. Allez, descente avant de remonter. Attention, l'IA ne devrait probablement pas trop tarder à bouger. On y va, on y va. Montée finale, elle est terrible. Elle est terrible, cette montée finale. C'est juste des pourcentages ahurissants. Mais tant mieux, c'est ça qui est rigolo, on aime bien. Et Lutsenko a l'air d'être un petit peu mieux que Fuglsang. Du coup, Fuglsang, je le cale dans la roue de je sais plus, Bernal ou Thomas, un des deux. Et devant, ça s'est réglé à deux. Hein. Enfin, plutôt, ça s'est réglé avec De Marchi qui s'est fait lâcher. Et donc, ouais, on termine pas trop mal, mais on peut pas dire non plus qu'on est survolé ou qu'on ait été à quelconque moment en mesure de faire un écart sur cette étape 5. C'est impossible. Impossible là, en la circonstance, c'était pas possible. Peut-être que le fait que mon équipe sur Tirreno soit un petit peu moins poli, un petit peu moins de qualité au niveau de grimper, hein, bien sûr, qu'elle ait un peu moins de qualité, ne m'a pas facilité la tâche. Mais pour autant, je crois que je peux quand même arriver à faire quelque chose. Surtout que, bon, là, le général, il dit quoi? Il dit 7 secondes d'avance pour Lutsenko sur Geraint Thomas. On a bien compris que ce ne sera pas à l'étape 6 que de grandes différences peuvent intervenir, même si je tente un poil le coup à un moment donné, parce que je me dis, tiens, et si on faisait rouler pour voir, juste pour voir, puisque j'ai de très bons rouleurs. Certains des coureurs là alignés sont d'excellents rouleurs, on l'a déjà évoqué précédemment, notamment au moment d'aborder le prologue qui était un contre-la-montre par équipe. C'est normal que j'ai sélectionné mes meilleurs rouleurs. Allez, Pedersen qui va lancer Lutsenko. Il sera court, Lutsenko. Il sera très court. Ouais. Et ben, victoire pour Nizzolo. Nizzolo s'impose. Et on voit que Christophe n'était pas loin de le faire. Pas déshonorante la place de Lutsenko, qui donc du coup conserve le général au moment d'aborder l'étape 8. Alors, c'est vrai que étape 7, pardon. Cette étape 7, donc ce petit contre-la-montre de 10 km assez traditionnel, contre-la-montre individuelle, nous permet d'espérer, parce que Lutsenko a une très bonne note de prologue.
autant il a une note de CLM qui est, on va dire, moyenne plus, il est à 74, autant la note de prologue à 79, je pense que ça peut le faire. Donc on va se tester comme d'habitude, on va même faire un petit peu mieux que ça pour Michael Bjerg, parce que Michael Bjerg va aller chercher provisoirement, en tout cas avant le passage de Rohan Dennis, Michael Bjerg va prendre le premier temps, le meilleur temps provisoire. Pour Ciccone et Fuglsang, je sens venir que ça sera délicat, surtout pour Ciccone. Maintenant, sait-on jamais, on va quand même crânement tenter notre chance. Là encore, au cas où il y aurait une défaillance, il faut être en mesure d'en profiter. Et ce dont il faut aussi profiter au cas où ça se présente, ce serait, et c'est ce qu'on a vu au premier intermédiaire, un Geraint Thomas qui ne performe pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Après tout, il n'a que 2 points de plus que Lutsenko, mais il y a aussi le paramètre en prologue. Hein. Il y a aussi le paramètre forme du jour, hein, on sait jamais. Hein. Donc bon, à voir. Puis Lutsenko est légèrement meilleur rouleur. En tout cas, Fuglsang, il a craqué sur la fin, le pauvre. Hein. Geraint Thomas, qu'est-ce qu'il va faire Geraint Thomas? On voit pas un temps énorme, hein. Il y a 22 secondes de retard sur le meilleur temps de Rohan Dennis. Alors Lutsenko, énorme Lutsenko qui bat Geraint Thomas sur ce prologue qui semblait un peu promis à Thomas. Évidemment, les Ineos viennent compléter le podium. Fuglsang, il a perdu sa 3ème place, sans importance, puisque Lutsenko garde sa première. Surtout ça qui m'importe. Après, pour compléter, on pourra mentionner Sylvain Dillier qui prend le maillot de meilleur grimpeur, Bernal celui du meilleur jeune, Astana le classement par équipe, et puis juste avant, classement par points, il est pour nous aussi. Hein. Allez, on va du côté de Milan-San Remo, on reste en Italie pour la plus longue classique de l'année, la plus longue classique du calendrier. Je suis partagé avant ce Milan-San Remo, je ne sais pas quelle carte je dois jouer. Est-ce que je dois tenter un truc fou avec Fuglsang ou pas? Bref. Juste un petit point. Vous avez vu mon petit décalage là que j'avais expliqué à l'épisode 15 là? Décalage validé. Ça va fonctionner. On va avoir nos pics un petit peu en décalé, mais chacun pourra avoir vraiment la possibilité de cibler chacun de nos Flandriens majeurs, les 4, hein, pourra cibler vraiment son objectif perso. Hein. J'ai voulu que les choses soient un petit peu partagées hein, dans cette partie en 2020. Pas terrible hein, les formes du jour. On a un mauvais tirage. Hein. On peut notamment penser que le -2 à Fuglsang, c'est un petit peu comme si on étouffait dans l'œuf les velléités de s'imposer sur une éventuelle échappée dans le Poggio. Du coup, je me recentre sur Lutsenko et Kort Nielsen, qui au moins, eux, n'ont pas une forme du jour négative. Et c'est vrai que ça permet, ou en tout cas, elle est moins fortement négative que celle de l'ami Fuglsang. -2 dans PCM, c'est lourd. Hein. -2, ça veut dire que les notes physiques sont touchées, ça veut dire beaucoup de choses. -1, 0, ça va. Franchement, ça se gère. Bon. La Cipressa, ici, et c'est l'occasion de voir 2-3 petites choses déjà, puisqu'on voit que l'Auto Soudal a l'air de privilégier Viviani par rapport à Ewan, puisqu'ils vont travailler qu'à Ewan, et de la même manière aussi chez UAE, ça travaille pour Gaviria. Ça veut dire donc qu'on a 2 équipes minimum qui ont totalement intérêt à arriver au sprint massif. Donc nous, évidemment, on s'affole pas dans la Cipressa. On sait qu'il y a toujours un très très gros rythme mis par l'IA dans la Cipressa. Ça sert à rien de vouloir rester dans les 10 premières positions, quoi qu'il en coûte. Il faut juste, après, sur le replat, se repositionner et on est, de ce côté-là, on est servi. Ah, attaque de Wout van Aert. Attaque de Van Aert, c'est un bel endroit pour attaquer. C'est un bel endroit, malheureusement, ça aboutit rarement. Nous, on a de quoi se replacer. Voilà, Van Aert est repris malheureusement pour lui. J'aimerais bien un jour attaquer comme ça à cet endroit-là et gagner, mais j'ai trop la certitude que sur PCM, bon, ça marchera jamais en fait. Hein. On va essayer de le tenter un de ces jours. Quoi qu'il en soit,
Poggio intégral, je fais sans montage là, hein, et voilà, je coupe jamais, vous savez, je coupe pas le temps, comme ça m'oblige à réagir vraiment au bon moment, si je réagis pas, je perds, tant mieux, hein, donc on corse un petit peu la difficulté. Pedersen est au boulot, désormais ensuite c'est Freile qui va emmener Kort Nielsen. Lutsenko a pris un poil de retard, il a pas bien gardé la roue de Magnus Kort Nielsen. Attention à Kwiatkowski qui semble vouloir s'échapper, mais il n'a pas l'air non plus d'avoir les cannes pour pouvoir le faire de manière trop flagrante. Voilà, regardez, il cale à la cabine téléphonique. On passe en tête, et ouais, je me décide. Allez, Lutsenko dans la descente, ça paraît un bon choix, puisque même s'il est à blinde, Lutsenko dans la descente du Poggio, il récupère quand même de l'énergie. Et peut-être qu'après Lutsenko, dans la descente, on pourrait jouer pour Kort Nielsen qui emmène Lutsenko. Hein, ça serait peut-être en tout cas quelque chose d'envisageable, surtout vu le scénario de l'année passée. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Allez, Kort Nielsen, attention. Ça part. Lutsenko va devoir déboîter. Il va falloir déboîter. Ah là là, oui. Finalement, oui. Eh ben dis-moi, elle a l'arraché celle-là. Hein. C'est comme l'année précédente. Hein. On survole pas. Mais on a quand même la satisfaction de s'imposer. Cette fois-ci, c'est donc travail de Kort Nielsen pour Lutsenko. L'année précédente, c'était plutôt Kort Nielsen qui avait profité de l'excellent travail de Lutsenko. En tout cas, confirmation, ces deux-là sont vraiment nos deux meilleures cartes sur Milan-San Remo. Quand même, toujours du gros Omar Freile, hein, faut quand même le mentionner. Il est pas anodin, lui, hein, il est vraiment bon. Hein. Il est vraiment super fort. On voit ici Lutsenko qui déboîte. Est-ce que c'est surprenant de voir un puncher s'imposer face au meilleur sprinter? Pas vraiment, parce qu'un sprint au bout de 290 km, c'est pas un sprint anodin. Donc pas de problème. Ça me choque pas. Je trouve pas ça du tout choquant. Je vous ai mis le petit programme des uns et des autres. Hein. C'est vrai qu'après Milan-San Remo, il n'y a plus une page qui se tourne. Hein, et puis ça de nouveau, ça se dissocie entre Catalogne et Flandrienne. Il y a Pays Basque qui suit pour certains, alors que d'autres vont enchaîner Tour de Flandre et Roubaix. Bref, histoire de donner un avant-goût de cette période super excitante pour nous qui s'annonce, je vous ai fait un petit montage des 3 jours de Bruges-La-Panne sur lesquels on aligne notre équipe, j'allais dire quasiment comme dans un sport co, j'allais dire l'équipe type de Flandrienne. Oui, c'est ça, c'est notre équipe type là pour 2020 de Flandrienne, puisqu'on a Ballerini qui s'était blessé sur le Tour du Var à l'épisode précédent. Et ben en l'absence de Ballerini, forcément, j'ai dû appeler le petit Karpenko. C'est un petit puncher kazakh que j'ai récupéré de l'équipe de développement d'Astana l'année précédente. Karpenko est venu compléter notre effectif pour qu'on soit à 7. Donc, tentative dans le mont Kemmel, tentative de durcissement de la part de mes meilleurs coureurs. On voit rapidement que ça ne mène pas à grand chose, puisque tous les autres rentrent alors même qu'on travaille. Et en même temps, je ne vais pas non plus y aller à effort 90 alors qu'il reste 120 bornes. J'exagère, mais donc on va vite se résoudre à un peu de réalisme. On se calme, on va pas s'épuiser, on va recaler tout le monde dans les roues un peu comme j'ai pensé les choses. Il y a 2 coureurs pour moi qu'il faut privilégier ce jour-là. Ce sont les 2 qui sont sous pic. Il y a Craig Andersen et quand même, parce qu'il va plus vite au sprint, probablement Magnus Kort Nielsen doit être aussi protégé. Je fais pas mal d'efforts après, à une grosse quarantaine de kilomètres, 30-40 km de la ligne d'arrivée. J'essaye parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de vent et je me demande si on pourrait pas piéger des favoris avec ces conditions climatiques là. Hein. C'est pour ça que je vais rouler à blinde. Je vais rouler. On voit Greg Van Avermaet qui arrive à sortir quand même, ce qui prouve que ça roule peut-être pas assez vite, mais obligé de gérer. Stefan Kung aussi qui a tenté de partir. Bon, Van Avermaet, on le reprend. 5 km de l'arrivée. Allez. On va maintenant travailler encore très fort pour l'éventuel sprint de Kort Nielsen. C'est ça l'objectif. En tout cas, on approche de la flamme rouge. Il va falloir libérer le Magnus. Allez, c'est parti.
pas mal de monde qui sprint, hein. C'est loin d'être gagné. Hein. C'est tellement loin d'être gagné d'ailleurs que oui. On va se faire damer le pion par Michael Matthews qui, on va le voir ensuite sur le ralenti, a eu la malice très très bien jouée. Matthews, il n'avait pas d'équipier. Il a été très très malin. L'IA s'est vraiment gavée. Elle a d'abord pris la roue de Kurt Nielsen avec Matthews et ensuite elle a déboîté parfaitement pour un masterclass de victoire au sprint signé Michael Matthews by IA. Écoutez, on l'accepte, hein. On l'accepte. C'était pas si mal quand même, deuxième, je suis pas non plus en train de pleurer. On s'arrête donc là pour ce qui est des courses de l'épisode 17, et à l'épisode 18, on envisagera du très très lourd, puisqu'on sera dans des Flandriennes qu'on vise absolument et pour lesquelles on a de gros espoirs, même si on n'est pas favori du tout, donc c'est ça qui sera encore plus rigolo. Le Tour de Catalogne, il va être bonnard, hein, je vous l'annonce, il peut être vraiment sympa. J'ai déjà commencé à le jouer en fait, c'est assez sympa. Voilà, à plus, bon week-end à tous, on se retrouve bientôt pour des vidéos sur PCM, bye bye.